votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Rebonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité c'est Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole d'En Marche. Au programme de votre interview, la justice et les gilets jaunes, la taxe carbone dont on reparle et Alain Juppé en partance pour le Conseil constitutionnel. Alors Laurent Fabius, Alain Juppé évidemment. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. L'ancien Premier ministre, je pense seulement à Laurent Fabius parce qu'il y est évidemment, il préside. Plusieurs anciens Premiers ministres. On parle d'Alain Juppé qui devrait annoncer demain matin sa démission de la mairie de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel sur proposition de Richard Ferrand. Vous avez travaillé aux côtés justement d'Alain Juppé. Comment réagissez-vous ? Alain Juppé est quelqu'un qui a toujours servi la France, les Français, qui a une parfaite connaissance de nos institutions. Et puis dans cette période trouble quand même, où un certain nombre d'individus s'en sont pris à nos institutions, à la démocratie représentative, avoir des personnes aussi fortes et avec cette hauteur de vue au Conseil constitutionnel, qui est quand même le temple, la gardienne de nos institutions et de notre Constitution, je pense que c'est important. Alors il y a le parcours, bien sûr, et l'expérience d'Alain Juppé, mais il y a aussi plus largement l'impression, Aurore Berger, d'un ancien monde qui se rend parfois service d'une république des copains où tout le monde finit, pardonnez-moi, mais c'est le mot recasé. Je ne parle pas nommément d'Alain Juppé, mais plus largement. Est-ce que ça ne risque pas de donner cette impression également ? Vous savez, on nous disait, ils sont proches d'Alain Juppé parce qu'ils espèrent le soutien d'Alain Juppé au moment des européennes et qu'il fasse une campagne active, que les gens soient rassurés. À partir du moment où il intègre le Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'Alain Juppé ne pourra pas mener une campagne pour les élections européennes. Donc la question, elle n'est pas là, elle n'est pas de vérifier qu'on a bien tel ou tel soutien vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis des électeurs de droite en particulier. C'est juste de nommer les meilleures personnes aux postes qui sont importants. Et ancien Premier ministre, je pense qu'il en a dans les propositions pour le Conseil constitutionnel, il n'y a pas non plus un signe d'ouverture par rapport à l'opposition. Vous êtes d'accord avec Alain Juppé, on est loin de l'opposition à Emmanuel Macron. Il me semble quand même que le parcours d'Alain Juppé démontre que Richard Ferrand, qui n'avait pas tout à fait le même parcours politique ou militant, qu'on arrive à aller au-delà de celles et ceux qui nous ont soutenus, de celles et ceux qui ont été à nos côtés dès la campagne présidentielle. Après, oui, il y a une convergence de vues avec Alain Juppé sur un certain nombre de sujets, il l'a exprimé lui-même, mais aussi parce qu'on a aujourd'hui à la tête des Républicains un choix d'une ligne idéologique qui n'est absolument pas celle d'Alain Juppé, et ça se confirme avec leur choix de tête de liste, notamment aux élections européennes. Alors dans l'actualité, et même si le président de la République a opposé une fin de non-recevoir, était-ce vraiment le moment ? Aurore Berger a publié une tribune signée en grande partie par des députés de la majorité pour appeler au retour de la taxe carbone, certes sous une forme différente, mais est-ce que ce n'est pas une provocation en pleine crise sociale ? Est-ce que c'est une provocation ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une bonne idée de vous le le sortir percevez comme une provocation ? Non, et je ne l'ai pas signé. Donc c'était une mauvaise idée de la part des autres élus et parlementaires de la majorité. Chacun a le droit d'avoir des convictions et chacun a le droit aussi de pouvoir les exprimer. C'est de la langue de bois, sincèrement. Mais non, mais parce que le timing, il interpelle quand même. Mais d'un côté, on nous reproche d'être trop godillot et puis d'un autre, on nous reproche d'avoir trop de liberté parfois. Donc il faut aussi s'accorder sur les reproches qui nous sont faits, qui sont parfois contradictoires. Donc mes collègues ont le droit d'avoir cette conviction-là. Moi, c'est pas la mienne parce que je pense que la sortie du grand débat national ne peut pas être de dire aux Français, demain vous paierez plus. Ne peut pas être de dire la transition écologique, elle devra faire payer surtout les classes moyennes et les personnes les plus fragiles. Alors que justement, c'est sur ce sujet-là initial que vous dites, la crise a été... certains justement de vos collègues, de vos camarades n'aient pas d'idées nouvelles, ne pensent pas à autre chose pour financer justement cette transition écologique par exemple, justement trouver des économies. Mais moi je pense qu'il faut revoir en général la fiscalité écologique. Comment on fait en sorte, parce que ça a été un reproche qui était légitime, qui a été fait, de se dire est-ce que les taxes qui normalement doivent financer la transition écologique sont vraiment utilisées à ça ? Est-ce qu'on a bien fléché l'impôt pour permettre cette transition énergétique et écologique ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de taxes qu'on pourrait aussi revoir ? Revoir, ça veut dire que peut-être qu'il y a des taxes qui sont nécessaires à réévaluer, mais aussi peut-être parfois à la baisse. Comment on fait pour accompagner mieux les classes moyennes et les classes populaires ? Parce qu'il y a un message qui vous a été adressé, il n'y a plus d'argent à prendre chez les classes moyennes, chez les classes populaires, cessons de les prendre pour des porte-monnaies. Mais en effet, moi je pense que c'est nécessaire qu'il y ait à la fois une vraie question de justice fiscale qui puisse exister. Et on est le pays qui redistribue le plus au monde. Donc. Et ça, je pense que c'est quand même essentiel. Plus au monde. Non, mais parce que mais il y a aussi cette réalité. On a aussi eu des critiques très fortes qui nous ont été adressées sur notre modèle social. Mais notre modèle social, c'est aussi d'arriver à avoir cette redistribution extrêmement large. On va engager, ça a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, projet de loi sur la santé, 500 hôpitaux de proximité notamment. Donc ça veut dire aussi
aussi que notre modèle, il est en capacité de financer l'accès aux soins. Aurore Berger, il y a la demande très légitime évidemment de justice sociale et fiscale, et plus largement, il y a un climat de violence qui s'est installé en France de samedi en samedi, avec aussi, et je ne le lis pas évidemment avec les Gilets jaunes, mais il y a eu une explosion plus large des actes antisémites. Le Premier ministre promet une loi avant l'été. Encore une loi, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas simplement appliquer ce qui existe déjà ? Oui, mais la difficulté, c'est que l'antisémitisme, notamment toutes les paroles de haine, elles se répandent aussi aujourd'hui beaucoup plus facilement parce qu'on a accès à de nouveaux territoires que sont notamment les réseaux sociaux. Il faut dire les choses clairement, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Facebook, Twitter notamment, ne jouent pas le jeu, ne coopèrent pas suffisamment parce que quand on a des propos haineux, sexistes, antisémites, vos racistes... petits bras, mais je ne dis pas ça pour le gouvernement, vous allez pouvoir justement obliger toutes ces GAFA à rentrer dans ce Mais c'est une nécessité démocratique. C'est une nécessité démocratique. Certes. Aujourd'hui, moi, j'ai deux problèmes avec les GAFA. Un, ils enferment les gens dans une manière de penser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez liké certaines pages, partagé certains contenus, on ne vous propose plus que ce que vous avez déjà aimé. Alors que normalement, c'était censé être une fenêtre sur le monde et une ouverture. Ça a été un enfermement informationnel. Et ensuite, sur la question de la haine sur Internet, on doit absolument changer de modèle aussi juridique pour permettre une vraie responsabilisation de ces plateformes qui vivent vous parlez de cette haine sur Internet. Il y a eu l'affaire de la Ligue du LOL, ce cyberharcèlement subi véritablement par de nombreuses femmes du fait de journalistes et chroniqueurs de certains médias. Est-ce que vous avez fait partie des victimes ? Oui, comme un certain nombre de femmes. Moi, j'ai la chance que ça n'ait pas eu de conséquences sur ma carrière professionnelle, puisqu'on a un certain nombre de femmes qui ont témoigné et qui ont vu leur carrière être empêchée parce qu'elles ont été victimes, en fait, en meute, tout d'un coup, d'attaques extrêmement virulentes de ceux qui étaient bien installés et en place. Ne l'avez-vous pas dit ? N'avez-vous même pas porté plainte ? Mais parce que moi, j'imaginais pas que c'était si bien organisé et structuré et qu'on avait une bande comme ça, une meute qui se mettait à pourchasser telle ou telle personne parce que professionnellement, il fallait attaquer tel ou tel. Et même, je me le reproche de ne pas l'avoir dit. Je reproche même parce que certains internautes ont ressorti un ancien tweet que j'ai fait il y a 9 ans. On vous reproche même un changement de pied. Est-ce que vous pouvez vous expliquer un changement de position il y a quelques années ? Ayant eu vent de cette affaire, vous l'auriez balayé d'un revers de main. Déjà, vous savez, je défie quiconque d'arriver à se souvenir d'un tweet publié il y a 9 ans. Donc, en effet, je n'en avais pas le souvenir. Et surtout, je pense qu'on a été trop nombreux il y a 9 ans à ne pas percevoir les dangers que ça représentait. Vous auriez eu connaissance de la gravité d'une telle affaire, vous l'auriez dénoncé. Jamais je n'ai été alertée sur ce sujet. Jamais personne ne m'a alertée personnellement. Jamais aucune victime ne s'est adressée à moi en me disant on a besoin de soutien et d'aide. Parce que sinon, évidemment, j'aurais participé avec beaucoup d'autres à le dénoncer. Mais je pense qu'on n'était pas non plus dans le même climat. Aujourd'hui, ce qui nous paraît heureusement naturel et nécessaire, qui est de dire ce dont on est parfois victime. Parce que le dire, c'est justement ne plus avoir ce statut de victime. Eh bien, il y a 9 ans, finalement, on considérait que ça faisait un peu partie du jeu des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ces attaques-là, elles sont devenues inadmissibles aux Français. Une loi a été annoncée par le Premier ministre pour réguler le contenu des réseaux sociaux. Bien sûr qu'il faut agir, mais Aurore Berger, est-ce que par ce biais, on va encore vous reprocher, après la loi déjà anti-fake news, de vouloir tout contrôler sous prétexte de la régulation ? Mais c'est pas tout contrôlé, il n'y a pas une parole d'État. Moi, je suis très heureuse qu'un certain nombre de Français puissent exprimer des désaccords, nous contester et le fassent librement. C'est ça un État de droit, c'est qu'on ait une presse libre et qu'on ait des Français libres de s'exprimer. Par contre, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Ils méritent d'être condamnés. Et ils méritent d'être condamnés quand ils sont dans la vraie vie physique et aussi quand c'est sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont des conséquences extrêmement importantes sur celles et ceux qu'ils ciblent au quotidien, parfois même en meute. Ce sont des délits, mais vous travaillez sur la loi des fake news, anti-fake news. J'allais dire les yeux dans les yeux. Est-ce que la majorité n'a jamais, volontairement ou involontairement, produit une fake news ? Non. Jamais. Non, mais parce que c'est au-delà de la fake news, c'est la manipulation de l'information, c'est faire en sorte de tromper volontairement, de savoir que l'on est en train de publier un mensonge et d'essayer en plus d'avoir la caisse de résonance la plus forte possible. Regardez ce qui s'est passé sur le traité d'Aix-la-Chapelle, qui était quand même incroyable, où on a dit qu'on vendait le siège de la France à l'ONU, mais on a des personnalités politiques qui l'ont fait croire. Oui, mais il fallait peut-être le défendre davantage. On l'a défendu, mais c'est compliqué quand les fake news sont produites elles-mêmes par des personnalités politiques. Berger d'avoir été l'invité d'Europe 1. Et je sais que ce sujet sera à l'ordre du jour vendredi. C'est bien ça, Mathieu Béliard ? Évidemment, entre autres sujets, nous parlerons de la France et du numérique d'une manière générale et ces questions de fake news. La question du harcèlement également, dont nous allons reparler dans quelques instants. Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci Sonia. Et vous êtes sur Europe 1, 19h22 déjà.